Bonjour, Bonjour. bonjour, bienvenue à tous. Hop, je vois. Hop. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce webinaire Concevoir des intranets efficaces, comment la recherche utilisateur peut vous aider. J'espère que tout va bien, vous n'avez pas de soucis, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, vous voyez bien la présentation. Normalement, tout est OK. Donc, dites-nous s'il y a des soucis de votre côté. On va pouvoir commencer. Alors, je suis du coup Leslie, je suis consultante conseil et stratégie spécialisée en accessibilité et UX Research chez Adimeo. Et j'ai avec moi Charlotte, qui est aussi consultante, conseil et stratégie et spécialiste UX. Bonjour. Voilà. Alors, Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes Adimeo. On accompagne nos clients pour faire du digital un levier de développement. Donc, on les accompagne à chaque étape de leur transformation. Ça peut être dans l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles organisations, mais aussi de nouvelles techniques ou encore de nouveaux dialogues. Et cela avec vos utilisateurs et avec vos consommateurs et clients. Notre challenge au quotidien est de créer des expériences digitales uniques qui correspondent à nos clients et à leurs utilisateurs et qui soient performantes. Et pour mener à bien ces travaux-là, on s'organise autour de 4 grandes expertises, comme vous pouvez le voir sur la slide. On a une expertise autour du conseil, de la stratégie pour définir les trajectoires de transformation. ça c'est nous, voilà. Voilà. On a une expertise de design et innovation de votre plateforme à travers des prestations d'UX design, de design d'interface et des tests utilisateurs. On a aussi une expertise technique avec le développement des plateformes digitales. Et enfin, on a une expertise marketing et animation de ces plateformes au travers d'outils de référencement, d'inbound marketing et de CRM. Alors voilà, après cette petite introduction de qui on est, je vais maintenant aborder avec vous les enjeux de ce webinaire. Alors, ce webinaire, il vise à vous sensibiliser sur l'importance de mener une étude de recherche utilisateur pour le cadrage d'un projet de refonte ou de création d'un intranet, à vous questionner sur ce type de démarche et à vous projeter si vous envisagez ce type de projet en vous donnant des exemples d'utilisation. Alors, au programme, tout d'abord, on va commencer par définir les concepts d'intranet et de recherche utilisateur en expliquant de manière générale leur utilité. Ensuite, nous présenterons des exemples de méthodes de recherche utilisateur dans le but de vous montrer comment chacune d'entre elles peut être appliquée dans le cadrage d'un projet d'intranet. Nous évoquerons des cas concrets, c'est-à-dire ce que nous avons déjà pu réaliser avec nos clients. Et enfin, nous terminerons par évoquer comment nous, Adimeo, et plus particulièrement au pôle conseil, nous pourrions vous accompagner dans cette démarche préalable pour le cadrage d'un projet intranet. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra à la fin, plutôt, voilà, après avoir fait la présentation. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, pour commencer, on va revenir un peu sur les différents concepts. Donc, qu'est-ce que c'est un intranet? Qu'est-ce que c'est de la recherche utilisateur? Et un peu les enjeux de ces questions. Alors, qu'est-ce que c'est un intranet? Pour qu'on soit tous d'accord, qu'on ait la même définition des bases communes. L'intranet, c'est une application web qui est propre à une entreprise et qui est réservée au personnel de cette entreprise. Donc, en général, on fait un intranet parce que c'est un bon outil pour la communication interne, l'organisation et la gestion de l'entreprise. C'est souvent, alors ça peut être accessible à l'extérieur de l'entreprise avec une connexion Internet et des identifiants ou uniquement dans les locaux de l'entreprise si on veut plus de sécurité en fonction des besoins. Un intranet, c'est un peu comme un site Internet ou une application classique, mais c'est réservé à une organisation, une entreprise, une école, vraiment réservé aux personnes de cette organisation.
Pour expliquer un peu, on imagine qu'Internet, c'est une grande ville avec plein d'espaces où tout le monde peut circuler. Tout le monde peut visiter les différents lieux publics, les différents magasins, donc qui seraient les sites web. Et un intranet, ce serait un peu comme un campus d'entreprise fermé ou un campus d'école fermé où seules les personnes qui y travaillent ou qui y étudient peuvent y entrer. Et dans cet intranet, on trouve tout ce qu'on a besoin pour travailler, des outils, des documents, des informations importantes. Donc, le fait d'avoir tous ces éléments au même endroit, ça permet en général une amélioration des process et de l'accès à l'information. On centralise dans l'intranet, on informatise toutes les données, tous les dossiers, les informations, les documents qui sont utiles au fonctionnement de l'entreprise et donc qui sont stockés virtuellement. Ça permet à l'entreprise de protéger ses données d'éventuels dommages, donc le fait de le mettre sur un intranet. Et ça permet également une communication interne qui peut être simplifiée et accélérée avec des outils de communication, d'échange, de partage, de collaboration également. Et le fait, du coup, de pouvoir mettre aussi des outils et d'automatiser, d'informatiser, ça peut permettre aux collaborateurs de se délester de certaines tâches qui peuvent être un peu chronophages, et donc de les automatiser, afin que les collaborateurs puissent se concentrer sur des tâches essentielles au fonctionnement de l'entreprise. Donc, globalement, l'idée sur l'intranet, c'est de trouver tout ce dont les collaborateurs ont besoin pour travailler. Mais pour savoir ce que votre intranet, l'intranet d'une entreprise en particulier, l'intranet d'une école, d'une collectivité, d'une organisation en particulier, doit proposer à ses propres collaborateurs, c'est essentiel de réaliser un cadrage qui permet de définir ces éléments. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans comme document, comme outil, comme fonctionnalité. Et la recherche utilisateur, c'est une part importante de cette phase de cadrage. C'est important que votre intranet il soit construit pour vos utilisateurs, pour vos collaborateurs, dans une conception centrée utilisateur. Mais de quoi on parle quand on parle de conception centrée utilisateur? Je vais laisser Charlotte nous présenter tout ça. Alors, la conception centrée utilisateur, c'est une approche qui consiste à considérer les utilisateurs et leurs besoins tout au long du processus de développement d'un système informatique interactif. Alors, qu'est-ce que c'est un système informatique interactif? Même moi, j'ai du mal à le dire. Eh bien, ça peut être par exemple un site web, une application, mais ça peut aussi être un portable, une télé ou encore des logiciels, par exemple. Donc, la conception centrée utilisateur, d'après la norme ISO, c'est une approche qui doit suivre 6 principes dans le processus de conception. Le premier principe, il consiste à identifier qui sont les utilisateurs finaux du système et dans quel contexte ils utiliseront ce produit. Donc, les personnes qui seront à même d'utiliser le système à développer. Donc, il s'agit de comprendre leurs besoins ainsi que les tâches qu'ils accomplissent dans leur environnement spécifique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie d'analyser comment et pourquoi les utilisateurs interagissent avec le produit pour enfin proposer des solutions qui soient adaptées à leur situation réelle. Le deuxième principe, lui, il consiste à faire participer les utilisateurs tout au long du processus de conception, car ce sont eux qui connaissent véritablement le contexte dans lequel le système sera utilisé. Ils pourront donc donner des informations utiles à l'équipe de conception sur leurs attentes et les conditions d'utilisation. Le troisième principe consiste à diriger et affiner la conception par l'évaluation centrée utilisateur. Cela veut dire qu'on va venir tester des versions préliminaires du système au fur et à mesure de la conception auprès des utilisateurs. En se basant sur des retours d'informations réels, on va diminuer le risque de développer un système qui ne répond pas aux besoins de l'utilisateur ou de l'organisation. Le quatrième principe signifie que le processus de conception n'est pas linéaire, il est itératif. À chaque étape de conception, de nouvelles informations émergent, ce qui conduit à ajuster les prototypes au fur et à mesure. Cette approche, elle permet d'améliorer le système progressivement en affinant les fonctionnalités en fonction des retours et des analyses. Le cinquième principe, lui, il implique que la conception couvre l'expérience utilisateur dans son intégralité.
L'expérience utilisateur, c'est une conséquence à de nombreux critères qu'il convient de prendre en compte, comme par exemple les expériences passées avec le système, sa performance, son esthétisme et encore plein d'autres critères. Mais on ne va pas les énumérer ici, ils sont assez larges. Le 6e principe, il consiste à diversifier les personnes de l'équipe de conception. Alors ça peut être en termes de compétences, de discipline, pour obtenir une créativité supplémentaire. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était la conception centrée utilisateur, qu'est-ce que la recherche utilisateur? Bien, la recherche utilisateur, c'est une phase qui arrive en amont du processus de conception. Elle sert via des méthodes de recueil d'informations, à comprendre comment les gens interagissent avec un système ou un service dans un contexte spécifique. Elle sert aussi à comprendre quelles sont leurs attentes, enfin les attentes des utilisateurs, leurs habitudes, leurs problèmes qu'ils rencontrent et leurs besoins. Tout ceci afin de concevoir ou de refondre une solution qui soit utile, utilisée et utilisable. Les informations recueillies lors de cette phase vont permettre d'orienter la conception. Il faut savoir que la recherche utilisateur est un domaine de recherche empirique qui s'appuie sur plusieurs années de connaissances scientifiques déjà, sur le comportement humain, et elle se concentre aussi sur un contexte spécifique comme on l'a vu. Elle provient de plusieurs champs tels que la psychologie, l'ergonomie, l'interaction humain-machine. Donc, comme je le disais, la recherche utilisateur, elle passe par des méthodes. Elle fait référence aux méthodes et aux techniques utilisées pour comprendre les besoins, les comportements, les attentes et les frustrations des utilisateurs. On distingue des méthodes quantitatives, par exemple les audits statistiques ou les échelles d'utilisabilité. Donc, on distingue les méthodes quantitatives des méthodes qualitatives, qui peut être par exemple des entretiens, des tests utilisateurs. En fait, les échelles vont nous permettre d'identifier s'il y a un problème d'utilisabilité et les tests utilisateurs vont nous permettre d'identifier quels sont ces problèmes. Donc, on peut mener une étude de recherche utilisateur à plusieurs moments du projet et de manière itérative. Donc, ça peut être en début de projet web, en phase d'immersion et d'exploration, pour définir les objectifs du projet et recueillir les besoins utilisateurs, les habitudes d'usage, etc. Pour cela, on peut avoir recours aux entretiens utilisateurs ou à des focus group en fonction du temps qu'on dispose et en fonction du niveau de détail des informations dont on a besoin. Donc cette phase, elle va nous permettre d'orienter la conception. Mais ça peut être, on peut mener aussi une étude de recherche utilisateur au moment de concevoir l'interface. Donc ça veut dire en phase d'idéation et de génération. Donc avoir des utilisateurs, ça va permettre de générer de nouvelles idées de conception qui répondent à leurs besoins et aussi de prioriser des éléments importants qu'ils veulent voir figurer dans le site ou l'application. Ceci peut se faire grâce à des ateliers de co-conception, par exemple, la méthode de tri de cartes, ça peut être des exemples. On peut mener aussi une phase d'étude de recherche utilisateur en phase d'évaluation. Donc, par exemple, grâce à la méthode des tests utilisateurs, on peut avoir des retours concrets sur des problèmes identifiés que concepteurs ou parties prenantes du projet n'auraient pas soulevés. Et aussi sur des pistes d'amélioration. Autre exemple, grâce aux échelles d'utilisabilité, on peut avoir une note sur la perception qu'ont les utilisateurs de l'utilisabilité du système, qui nous indiquera si l'on doit creuser plus ou non, par des tests utilisateurs par exemple, pour voir quels sont les problèmes. Et donc cette phase d'évaluation, on peut la faire jusqu'à obtenir une version optimale du système. Alors, pourquoi mener une recherche utilisateur ? Eh bien, tout d'abord, pour éviter les erreurs de perception que nous pourrions avoir sur vos cibles. Un produit peut sembler intuitif aux développeurs, mais une étude utilisateur peut révéler des difficultés inattendues dans son utilisation. Ça peut apporter aussi une expérience utilisateur optimale à vos cibles avec le produit. Par exemple, en menant des tests utilisateurs, on peut s'apercevoir que certaines fonctionnalités sont difficiles à trouver et ainsi solliciter une refonte du design pour les rendre plus accessibles. Donc, il y a encore plein d'autres raisons, mais une dernière qu'on pourrait citer, c'est pour s'assurer que le dispositif digital, donc l'application ou le site web, soit utilisé. Un produit qui comprend un tutoriel ou une interface simple, conçu après des tests utilisateurs, peut réduire les obstacles initiaux à son utilisation. Donc, voilà un peu de pourquoi mener une étude de recherche utilisateur.
Mmh. Alors après avoir fait un peu le point et s'être un peu mis d'accord sur les différents concepts, on va voir spécifiquement, la recherche utilisateur dans le cadre d'un projet intranet. Donc tout d'abord, spécifiquement, les enjeux spécifiques à la réalisation d'un intranet et du coup les enjeux auxquels peuvent répondre les méthodes de recherche utilisateur. Et ensuite, différents exemples de recherche utilisateur qui ont été menés et les objectifs qu'ont chacune de ces méthodes. Alors, pour un intranet, donc Charlotte a présenté les objectifs de la recherche utilisateur en général. Quand on parle spécifiquement d'un intranet, il y a des choses un peu différentes qu'on peut cibler. Donc, pourquoi on fait de la recherche utilisateur dans le cadre d'un projet d'intranet? D'abord, pour vérifier la pertinence de cette idée. Donc, en général, l'idée de mener un projet d'intranet, ça vient de la direction de la communication, de la DSI peut-être, donc qui a une idée de faire la refonte de l'ancien intranet ou de lancer un nouveau. La question se pose quand même, est-ce que cet intranet va vraiment être utile, va vraiment être utilisé, ou est-ce qu'il y a déjà d'autres outils qui sont déjà utilisés, qui servent l'usage que remplirait l'intranet? L'idée, c'est de ne pas foncer tête baissée dans le projet sans se poser de questions sur l'utilité de ce projet-là. Deuxièmement, il y a la question de motiver à l'usage. Quand on fait de la recherche utilisateur, on implique les utilisateurs dans tout le début du cadrage. Et ensuite, quand on fait de la conception centrée utilisateur, on va impliquer les utilisateurs vraiment tout au long du processus de conception, aussi bien dans le design que dans le test des différents maquettes et prototypes. Et ça va motiver vos collaborateurs à utiliser l'intranet. Ils auront déjà vu un peu des bouts, ils auront participé aux ateliers, ils auront donné des idées. Et tout ça, ça aide les collaborateurs à vouloir utiliser le nouvel intranet, à se sentir impliqués dans le projet. Le troisième point, le troisième objectif, ça va être de proposer un intranet qui est réellement utile. Donc, en réalisant une phase de recherche utilisateur, on va comprendre de quoi vos collaborateurs ont vraiment besoin, leur travail au quotidien, comment ils utilisent, on va dire, l'intranet ou les outils numériques aujourd'hui, quels sont leurs problèmes auxquels l'intranet pourrait répondre, etc. Donc, l'idée, c'est que l'intranet réponde vraiment aux besoins de vos collaborateurs. Quatrièmement, ça va être de proposer un intranet qui est facile d'usage. En co-construisant avec vos collaborateurs, que ce soit la navigation, les outils, les fonctionnalités, comment ils aimeraient que ça fonctionne pour que ce soit facile, et aussi en testant les maquettes et les prototypes pour vérifier que c'est facile à utiliser pour eux. Et finalement, c'est aussi adapté aux situations de travail au général et à votre entreprise. Donc Charlotte disait tout à l'heure qu'un des principes de la conception centrée utilisateur, c'était de prendre en compte l'expérience utilisateur dans son ensemble. Donc ici, ça veut dire aussi qu'on ne va pas réfléchir que à l'intranet en tant que site web interne de l'entreprise, mais qu'on va aussi réfléchir à la façon dont les collaborateurs peuvent l'intégrer à leur travail quotidien. Est-ce qu'ils ont tous accès à un poste avec un ordinateur fixe ? Est-ce qu'ils ont besoin de l'utiliser sur téléphone ? Quand est-ce qu'ils peuvent l'utiliser ? Comment ils peuvent l'intégrer dans leur vie professionnelle ? Donc, votre entreprise, votre collectivité ou votre école va avoir un fonctionnement propre avec des postes de travail qui sont spécifiques au travail que vous faites. Et il faut que l'intranet puisse s'intégrer à ce fonctionnement-là. Et en plus, c'est pas très difficile de faire ça dans le cadre d'un intranet. En général, quand on fait de la recherche utilisateur, le plus compliqué, c'est de trouver des utilisateurs pour participer et de les recruter, de chercher du monde, etc. Quand on est dans le cadre d'un intranet, vos collaborateurs sont déjà là. Et souvent, ils sont déjà motivés à donner leur avis et à participer, parce qu'ils ont envie qu'on les écoute sur ces sujets-là. Voilà. Donc, je vais faire un petit point sur les différentes méthodes qu'on peut mettre en place et les objectifs un peu spécifiques de chaque méthode dans le cadre d'une recherche utilisateur pour un intranet. Donc, on va commencer du début un peu de la phase d'immersion. En général, dans la phase d'immersion, on peut réaliser des entretiens stratégiques. Alors, les entretiens stratégiques, c'est quoi ? C'est un outil de la recherche utilisateur
dans lequel on va rencontrer des personnes clés de l'entreprise, spécifiquement des dirigeants, des responsables du projet. L'objectif, ça va être de comprendre c'est quoi la vision derrière le projet. Pourquoi il y a une décision qui a été prise de créer un intranet ou de refondre l'intranet de l'entreprise. Quels sont les besoins qui ont été identifiés par les dirigeants? D'où l'idée est venue? Est-ce qu'il y a eu des remontées des collaborateurs, des soucis, des problèmes qui ont été remontés? Ou pas du tout? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours qui pourraient être liés à ce nouveau projet d'intranet? Toutes ces questions-là. En fait, ça permet d'identifier les objectifs du projet pour mieux définir ce à quoi l'intranet doit répondre et comprendre aussi les besoins d'un certain type d'utilisateurs. Ici, on va surtout parler des utilisateurs qui vont transmettre la majorité des messages sur l'intranet ou organiser les outils, c'est-à-dire la DRH qui va publier des choses, le service communication qui va mettre les actualités, les événements, tout ça, la DSI, etc. Comprendre leurs besoins spécifiques, ça permet de définir aussi certaines fonctionnalités essentielles, mais aussi de comprendre, par exemple, les messages qu'on souhaite faire passer. Donc ça, c'est vraiment une première phase un peu de définition du besoin assez haut avec les dirigeants, les responsables du projet. Ensuite, ce qu'on peut faire également dans une recherche utilisateur, c'est d'explorer un peu plus, du coup là, d'aller interroger les utilisateurs. C'est une phase majeure d'une méthode de recherche utilisateur, c'est d'aller directement questionner les futurs usagers de l'intranet. Ça peut se faire dans différentes méthodes, donc par exemple des focus group, des entretiens, structurés ou non. Ça peut être aller un peu de guérilla interview sur le terrain, poser des questions. Il y a plusieurs méthodes. Ici, je vais vous parler un peu plus des focus group et des entretiens. Les focus group, c'est une méthode où on va interroger les utilisateurs du coup, en groupe, comme le nom le dit, sur un sujet. Ici, du coup, sur l'intranet, leurs besoins, leurs questionnements, etc. Les entretiens ou interviews, c'est en général la même chose, mais c'est réalisé de façon individuelle. Donc, les sujets abordés sont les mêmes, mais la façon d'animer de la méthode à mettre en place n'est pas la même. Ces méthodes-là, ça permet de rencontrer les utilisateurs, déjà, du futur intranet et de les impliquer déjà dans un premier processus de conception. Souvent, ça va motiver les collaborateurs à s'intéresser à l'intranet et du coup à l'utiliser quand il sortira beaucoup plus tard. Ça permet aussi de comprendre leurs usages actuels. Donc, s'il y a un intranet actuellement dans l'entreprise, comment ils l'utilisent. S'il n'y en a pas, comment ils réalisent toutes leurs tâches qui pourraient être réalisées dans l'intranet. De comprendre le point de vue des utilisateurs et donc de réduire les biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, c'est un peu, on va se dire, vous avez une idée de ce que vous aimeriez avoir sur votre intranet d'entreprise. Vous vous dites, si c'est sûr, ça va intéresser les collaborateurs. Et en fait, quand on s'interroge sur ce que les collaborateurs font et comment ils utilisent les outils, on se rend compte que pas du tout. Peut-être ça n'intéressera pas du tout les utilisateurs et pas du tout les collaborateurs d'avoir telle ou telle fonctionnalité. Le but, c'est pas de développer un outil, un intranet que personne n'utilisera. C'est pour ça que c'est important de comprendre les usages actuels et de vérifier la pertinence des idées avant de les mettre en place. C'est un gain de temps et un gain d'argent aussi. L'objectif, c'est aussi de comprendre un peu les points de friction. Par exemple, si vous avez déjà un intranet, on va se demander qu'est-ce qui énerve les collaborateurs sur celui-ci? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ou pas comme ils aimeraient? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils n'utilisent jamais? Ça va permettre d'avoir des informations sur les choses qu'il faut retirer, qu'il faut changer ou qu'il faut améliorer sur la nouvelle version. Donc, ça permet de réduire un peu la phase de production, le développement d'applications, pour savoir un peu vraiment développer des choses vraiment utiles. Si vous n'avez pas d'intranet encore, on peut aussi se questionner, les questionner dans la façon dont ils utilisent les différents outils numériques au quotidien, les informations qu'ils n'ont pas, qu'ils ont du mal à trouver, les choses qu'ils aimeraient rendre plus simples, les choses qu'ils aimeraient automatiser ou numériser. Toutes ces questions-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi important de s'intéresser au travail quotidien, au type de poste
dans cette phase de recherche utilisateur. Par exemple, on peut se dire aujourd'hui, tout le monde travaille derrière un bureau. On a un peu cette impression-là quand nous, on travaille derrière un bureau, mais c'est évidemment pas le cas. Dans votre entreprise, vous avez sûrement des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas d'ordinateur, voire pas d'adresse mail professionnelle, on en a. Comment on réussit à toucher ces salariés ? En interrogeant directement les futurs utilisateurs, on peut identifier les freins qui, du coup, nuiraient à l'usage de votre intranet et réfléchir avec eux à des solutions. Se dire, les personnes qui n'ont pas d'ordinateur de travail, qu'est-ce qui les intéresserait sur un outil comme l'intranet ? Est-ce qu'ils l'utiliseraient si c'était sur une application mobile ? Est-ce qu'ils l'utiliseraient si l'intranet était disponible sur des bornes dans l'entreprise sur lesquelles il faudrait se connecter ? Donc, on va plus loin que l'outil intranet même, vraiment dans toute l'expérience d'usage autour de cet outil. Donc, ces méthodes d'exploration, d'interrogation des utilisateurs, ça permet vraiment d'adapter le projet aux besoins réels des collaborateurs et à la façon dont ils vivent au travail et ils vivent leur travail au quotidien pour développer, du coup, un intranet qui sera utile et utilisé. Une fois qu'on a un peu toutes ces informations sur les besoins, sur les freins, sur les usages actuels, on peut également inviter les utilisateurs à participer au processus de conception. Vos collaborateurs, ils ont beaucoup à dire et beaucoup à montrer. En les impliquant dans des séances de brainstorming, des ateliers, etc., on va pouvoir exploiter leur créativité, leur expertise. C'est une approche collaborative, donc de faire des ateliers en groupe avec différents types de collaborateurs qui permet d'aboutir à des solutions innovantes pour l'intranet qui répondent réellement aux besoins. Dans ces ateliers un peu d'idéation, l'objectif, ça va être de dynamiser un peu l'équipe et d'obtenir une grande quantité d'idées ou de concepts pour résoudre un problème ou pour travailler un domaine, une fonctionnalité de l'intranet. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de travailler avec les collaborateurs. Comment on répond à un des besoins des collaborateurs de l'entreprise ? Les collaborateurs ont dit lors des focus group avant ou d'entretien qu'ils voudraient avoir plus d'informations sur les événements de l'entreprise. Comment faire ? Sur votre intranet actuel, vous mettez déjà toutes les informations sur les événements de votre entreprise. Pourtant, vos collaborateurs, ils ont fait remonter qu'ils aimeraient avoir plus d'informations. Si on s'arrête là, on va se dire, l'information, ils l'ont déjà, c'est juste qu'ils ne regardent pas. Si on est dans une approche de recherche utilisateur, on va creuser ce point. Pourquoi vos collaborateurs ont l'impression qu'ils ont besoin de plus d'informations ? Donc, on va travailler avec eux, par exemple, dans un atelier, on va travailler avec eux sur quel type d'informations ils aimeraient avoir. Est-ce qu'ils ont déjà des informations sur les actualités, mais ils aimeraient en avoir plus sur les résultats de l'entreprise, sur les projets futurs, par exemple ? Quelle présentation de l'information ? Sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'eux, ils proposeraient pour avoir ces informations ? On va essayer de trouver des idées pour qu'ils sentent qu'ils aient assez d'informations sur votre intranet. On peut aussi utiliser ces ateliers de co-conception pour résoudre des problèmes. Par exemple, ça arrive assez souvent, les utilisateurs peuvent faire remonter des problèmes à dire on a du mal à trouver des documents précis sur l'intranet. On a du mal à trouver le document qu'on cherche. Donc si, après, on fait une phase d'idéation avec les utilisateurs, on peut essayer de résoudre ce problème, leur faire chercher des solutions variées, des fonctionnalités, des outils, réfléchir à ce qui pourrait, sur l'intranet, leur permettre d'accéder plus facilement aux documents. Un troisième exemple, on a un client qui a de nombreux salariés qui ne parlent pas forcément bien français et qui ne savent pas tous lire. Comment résoudre ce problème ? Dans un atelier de co-conception, on a eu des salariés qui ont proposé des solutions différentes. On pourrait mettre plusieurs langues sur l'intranet, on pourrait mettre un outil de traduction, avoir un lecteur d'écran qui lirait les choses pour les salariés qui ne savent pas bien lire, un assistant virtuel, etc., etc. Donc, on brainstorm, on essaye de trouver le plus
d'idées avec les destinataires directs du projet, les solutions à créer, le fonctionnement, etc. Et du coup, en impliquant activement les utilisateurs, on a une meilleure compréhension de leurs préférences, de leurs points faibles. Donc ça permet d'avoir plein d'idées, etc., qui ensuite, bien sûr, doivent être triées pour trouver des choses qui sont réalistes et réalisables, mais ce qui permet d'avoir des idées aussi originales, nouvelles et créatives. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler des solutions concrètes. Donc, comme je disais, dans les phases précédentes, on a identifié les objectifs de l'intranet, les besoins et usages des collaborateurs et toutes les idées qu'ils avaient pour répondre aux besoins. On peut aussi intégrer les utilisateurs dans la phase vraiment de conception. Donc ici, on va trier les idées pour conserver celles qui sont vraiment pertinentes, utiles et faisables. L'implication d'utilisateurs dans cette phase, du coup, de vos collaborateurs, ça peut permettre de prioriser les fonctionnalités, les contenus dont ils ont réellement besoin et les solutions qui leur seront vraiment utiles. Ça peut aussi aider vos collaborateurs à comprendre pourquoi vous ne répondrez pas entièrement à leur liste au Père Noël qu'ils ont fait en proposant plein d'idées de fonctionnalités délirantes un peu qui vont dans tous les sens. Ici, dans cette phase-là, on se sort la tête des étoiles et on considère les choses avec un peu plus de réalisme. Qu'est-ce qu'on peut réellement mettre en place? Donc, le fait de les intégrer dans cette phase un peu de tri, ça peut limiter leur mécontentement, on va dire, si vous ne mettez pas en place un intranet qui a un mélange de Facebook, de Netflix et d'Amazon. Donc, c'est aussi dans cette phase-là qu'on va définir l'arborescence et la navigation de votre intranet. Comment il sera organisé, quelles grandes catégories, quelles grandes entrées du menu, etc. Donc, intégrer les utilisateurs ici, ça va permettre d'être sûr que la navigation soit compréhensible et utilisable par tous vos collaborateurs. Donc, pour ça, on peut mettre en place des ateliers spécifiques, par exemple de tri de cartes, dont l'objectif, c'est d'hiérarchiser et d'organiser les informations pour rendre le contenu de l'intranet plus accessible. Donc, par exemple, un atelier de tri de cartes, on fait sur la base de l'intranet existant et des contenus qu'on a décidés, on fait des petites cartes qui proposent sur chacune un type d'information et les participants, ils travaillent ensemble pour regrouper les cartes en grandes catégories. Donc, ce qui permet de créer un peu une arborescence, une organisation de l'intranet. On peut aussi, dans cette phase-là, faire tester aux utilisateurs petit à petit des prototypes, des pages et des maquettes. Donc les designers vont commencer à proposer des créations, ce à quoi va ressembler l'intranet, la façon dont il peut fonctionner, etc. Et faire tester ces prototypes ou maquettes par les utilisateurs, ça peut permettre d'identifier des points d'amélioration avant le développement, etc. Mais je vais laisser Charlotte développer un peu plus cette partie évaluation. Ok. Alors, comme le disait Leslie, on peut impliquer les utilisateurs dans la phase d'évaluation. Donc, cela va permettre d'avoir des retours concrets, réels sur l'utilisation de l'intranet. Cette phase d'évaluation, on a vu tout à l'heure, elle peut être itérative, c'est-à-dire qu'on peut venir tester les différentes versions de l'intranet, de l'étape des maquettes jusqu'à sa version finale. Donc, la méthode des tests utilisateurs, qu'on peut utiliser donc pour cette phase d'évaluation, elle va consister à observer des personnes en train d'utiliser l'intranet en conditions réelles. On va venir analyser leurs actions, leurs attitudes à travers la réalisation d'un ou de plusieurs scénarios d'usage prédéfinis. Donc, pour vous donner un exemple, ça pourrait être le scénario, ça pourrait être en tant qu'employé, je voudrais poser des congés, par exemple du 28 novembre au 5 décembre. On va venir d'abord regarder si l'utilisateur parvient à se connecter à l'intranet, s'il parvient ensuite à trouver le formulaire de congé, et enfin s'il réussit à remplir ce formulaire et comment il y parvient. Est-ce qu'il a rencontré des difficultés ? Combien de temps il a mis pour trouver le formulaire ? Est-ce qu'il était à l'aise à utiliser ces fonctionnalités ? Donc, après la réalisation du scénario, la méthode prévoit une phase de débriefing sous forme d'entretien
qui permet non seulement de recueillir les impressions donc, des utilisateurs, mais aussi d'approfondir certains points, certaines fonctionnalités. En complément des tests utilisateurs, pour recueillir les impressions des utilisateurs, il est possible d'utiliser, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, des échelles d'utilisabilité pour avoir une donnée quantitative qui va nous indiquer s'il y a ou non un problème d'utilisabilité donc de l'intranet, perçu par l'utilisateur de l'intranet. Alors, en clair, les tests utilisateurs, ils vont nous permettre de détecter d'éventuels problèmes liés à la conception, de découvrir des possibilités d'amélioration ou encore d'apprendre à connaître le comportement et les préférences de l'utilisateur. Donc, en intégrant les informations qui ressortent des tests utilisateurs dans des futures versions de l'intranet, celui-ci a plus de chances d'aboutir à une solution qui corresponde aux attentes des utilisateurs et à être acceptée et utilisée du coup dans leur pratique. Donc, voilà pour les tests utilisateurs. Oui, et on répondra aux questions en fin de webinaire, donc n'hésitez pas à les noter. Pour terminer un peu le tour d'horizon des tests utilisateurs et de la recherche utilisateur pour l'intranet, je vais vous présenter rapidement 2 méthodes de recherche utilisateur et de conception centrée utilisateur qu'on a mises en place avec Adimeo pour des projets d'intranet chez 2 de nos clients. Donc l'idée, quand on fait de la recherche utilisateur, c'est vraiment d'adapter la méthode qu'on va mettre en place selon les besoins et le contexte spécifique de l'entreprise, selon le public, les collaborateurs de l'entreprise, leur façon de travailler, etc. Donc, on ne va pas mettre en place les mêmes méthodes ou la même façon de mettre en place les méthodes selon les personnes avec qui on travaille. Donc, un petit exemple d'entreprise d'industrie avec laquelle on a travaillé, donc je ne dis pas de nom, mais voilà. Donc avec eux, on avait mené un travail sur la création de leur intranet. Donc ils n'avaient pas d'intranet au préalable, mais de nombreux salariés de chez eux avaient déjà utilisé un intranet dans leurs expériences passées. Il était essentiel pour eux de réaliser une phase de recherche utilisateur. Pourquoi ? Parce que déjà une majorité des collaborateurs de ce client travaillaient sur le terrain. Donc, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas forcément non plus d'adresse mail professionnelle, pas forcément non plus de smartphone professionnel, etc. Ou certains travaillaient moitié sur le terrain, moitié sur le bureau, en bureau. Donc, ça fait qu'il faut penser l'intranet pour des personnes qui n'ont pas d'ordinateur au travail, donc ce que je mentionnais tout à l'heure, et il faut trouver une solution pour que ces personnes puissent utiliser l'outil. D'autres spécificités des utilisateurs étaient à prendre en compte. Donc, c'est des exemples que j'ai déjà pris tout à l'heure, parce que je trouve que c'est un très bon exemple comme client, qui avait des salariés qui ne parlaient pas bien français et d'autres qui ne savaient pas forcément très bien lire. Donc, c'était essentiel de réaliser de la recherche utilisateur pour mieux comprendre ces personnes et la façon dont ils pourraient potentiellement utiliser cet outil. Donc, on a commencé par des entretiens stratégiques avec les RH, la DSI et la direction de la communication pour comprendre les enjeux du projet. Donc, qu'est-ce qui les avait menés à vouloir mettre en place un intranet ? C'était quoi l'objectif ? C'était quoi les enjeux, etc. Donc, c'est là aussi qu'est ressorti un point important, c'est que pour eux, un des enjeux importants, c'était que tous les collaborateurs puissent utiliser l'intranet. Il ne fallait pas, effectivement, que ce soit réservé aux collaborateurs qui ont des ordinateurs, qui ont un bureau, etc. Donc, on a vu aussi avec eux, avec surtout les RH, c'était quoi les profils des collaborateurs en interne, quel type de poste, quel type de matériel ils avaient, pour vraiment bien comprendre et avoir un vrai panorama de l'entreprise. Ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu réaliser des focus group avec des utilisateurs, donc des futurs utilisateurs, des collaborateurs de l'entreprise, pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver sur l'intranet, qu'est-ce qui ferait qu'ils utiliseraient ce futur intranet, et ce serait quoi les freins à l'utilisation. On connaissait déjà quelques freins, le manque d'équipement, la mauvaise maîtrise de la langue française, de la langue écrite, mais on a aussi découvert de nouveaux freins. Par exemple, sur le site de ce client, le réseau pouvait être très mauvais.
Donc, ce qui pouvait compliquer même l'usage d'une application mobile, puisque ceux qui travaillaient sur site, même avec un téléphone, ils pouvaient ne pas réussir à charger tout ce qui était sur Internet, dont l'intranet. Ensuite, on a fait des entretiens, ce qui nous ont permis de discuter un peu plus spécifiquement avec des profils de terrain uniquement, pour comprendre qu'est-ce qu'ils accepteraient pour utiliser l'intranet, une application mobile potentielle, mais aussi la présence de bornes sur le site, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de discuter avec des utilisateurs à des solutions. Et finalement, on a terminé la phase de cadrage par des ateliers de co-conception pour définir avec plus de précision les contenus et les fonctionnalités qui pourraient être disponibles sur l'intranet. Bien sûr, la participation des utilisateurs ne doit pas s'arrêter là. Là, on est juste sur une phase de cadrage, mais il faudrait, par exemple, les impliquer ensuite dans les phases de conception UX, des phases graphiques, par exemple, pour choisir des pictogrammes compréhensibles pour les personnes qui ne sachent pas bien lire, pour faciliter leur usage. Enfin, il y a beaucoup d'autres moments aussi sur la conception où on pourrait impliquer les utilisateurs. Un deuxième exemple de méthode mise en place pour un autre client, là, une entreprise d'ingénierie cette fois. Eux, leurs besoins étaient différents parce qu'ils disposaient déjà d'un intranet au préalable. Et ils avaient un public interne très différent. La grande majorité travaillait derrière un bureau, il n'y avait pas forcément cette question, et savaient lire, savaient bien écrire, parler français. Pas du tout le même public. Donc, pour commencer, on a encore fait des entretiens stratégiques avec la direction pour comprendre d'où venait le besoin. Donc ici, on avait clairement identifié des points faibles dans l'ancienne intranet, et il y avait des plaintes de salariés qui faisaient remonter des soucis. Donc c'était pour ça qu'il y avait une refonte. Donc ça nous a permis de nous dire, en fait, pour voir vraiment les problèmes et les points à améliorer, il faut tester l'intranet. Donc on a travaillé avec des salariés pour faire des tests utilisateurs sur l'ancienne intranet. Ça nous a permis de comprendre quels points étaient améliorés, de gros problèmes d'arborescence, de navigation, de quantité de contenu, ainsi que de comprendre aussi les éléments de l'intranet qui étaient utiles et ceux qui n'étaient pas utiles pour les utilisateurs, qui n'auraient pas besoin de reprendre dans une refonte. Donc sur cette base, on a pu trier les contenus et les fonctionnalités en identifiant les contenus et les fonctionnalités qui manquaient et ceux dont il n'y avait pas besoin. Et c'est avec cette vision-là qu'on a pu traiter un sujet important en atelier, l'arborescence du site web. Donc c'était un sujet qui était très compliqué dans l'ancienne intranet, où l'arborescence n'était pas claire, la navigation ne marchait pas très bien. C'était vraiment un problème essentiel. Et donc, on voulait proposer une meilleure architecture de l'information. Donc, on a travaillé un atelier tri de cartes avec des utilisateurs pour obtenir une arborescence plus intuitive. Et finalement, sur la base de cette arborescence et d'un travail avec les équipes de communication, notre studio a réalisé des maquettes. Et celles-ci, elles ont été présentées à des groupes d'usagers pour faire remonter des points forts, des points améliorés, etc., pour encore améliorer les maquettes et permettre de proposer une expérience utilisateur encore plus fluide, encore plus facile, etc. Donc là, c'est deux exemples assez différents pour des intranets qui vont être assez différents, avec des publics très différents aussi. Donc là, la recherche utilisateur, ça peut être utilisé dans des contextes assez variés, et pour faire un intranet, que ce soit une refonte ou une création, c'est assez important, parce que ça permet vraiment d'identifier les besoins, les fonctionnalités, les contenus dont ont besoin vos collaborateurs. Donc pour conclure, faire de la recherche utilisateur pour un intranet, ça permet d'avoir un intranet donc, qui correspond aux besoins et aux usages de vos collaborateurs, qui prend en compte les freins et qui les solutionne. Donc, on a dit qu'est-ce qui ne marchait pas ou qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher, et on va essayer de répondre à ces problèmes avant même qu'ils se posent. Un intranet qui est adapté à votre entreprise et à vos employés, à leur type de poste, à leur manière de travailler, etc. Et bien sûr, un outil qui est facile d'utilisation avec une bonne expérience utilisateur. Ça permet également, faire de la recherche utilisateur, ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont plus investis dans le projet et donc qui vont être plus motivés à utiliser l'intranet.
Et ça permet de mettre en place un projet, que ce soit de création ou de refonte, qui détecte, donc, comme je l'ai dit, les potentiels freins et problèmes en amont de leur apparition, donc pour les solutionner et éviter de perdre du temps à corriger des choses une fois que c'est déjà développé et créé, etc., ce qui coûte plus cher et prend plus de temps. Et ne perd pas non plus de temps à développer des outils inutiles, puisqu'on a fait un tri sur les fonctionnalités qui sont vraiment utiles pour les utilisateurs. Donc tout ça, ça permet aussi de perdre moins de temps et moins de coûts de développement à faire des choses qui ne fonctionnent pas ou qui sont peut-être pas forcément utiles. Donc que ce soit pour une refonte ou pour un premier intranet, la réalisation d'une phase de recherche utilisateur, ça a vraiment de nombreux avantages. En plus, vos collaborateurs sont généralement déjà là donc, et sont motivés à participer. Donc, il ne faut pas passer à côté pour un intranet. Alors, comment Adimeo peut vous accompagner? On peut vous accompagner pour le cadrage de votre projet intranet en menant avec vous une étude de recherche utilisateur dans toutes ou une partie des étapes de conception, et cela de plusieurs manières. Donc, par exemple, notamment dans la première phase, donc la phase d'immersion, on a pour habitude de réaliser des entretiens internes, d'analyser vos documents pour comprendre les objectifs et le contexte du projet. Pour recueillir les besoins de vos usagers, nous pouvons utiliser des entretiens individuels ou des focus group, d'autres méthodes adaptées pour recueillir les besoins. Dans les phases de production et de formalisation d'idées, nous pouvons mener des ateliers de co-conception qui soient adaptés à vos utilisateurs et au contexte du projet pour recueillir leurs idées, les prioriser ou les mettre en forme en termes d'arborescence, par exemple, comme Leslie vous l'a expliqué tout à l'heure. On peut également vous accompagner en réalisant des tests utilisateurs pour évaluer l'utilisabilité des différentes solutions au fur et à mesure, qui peuvent être développées au fur et à mesure pour votre intranet. Donc voilà comment on peut vous accompagner. Voilà, donc ça c'est en conseil, mais effectivement, on a aussi des équipes de création et de développement. Donc ça c'est nous, comment on peut vous accompagner, mais ensuite, après, pour la construction d'un intranet, pour aller plus loin, on peut aussi, bien sûr, on a des équipes qui peuvent faire la partie de création graphique et la partie de développement de l'intranet sur différents supports. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On va arriver du coup à la fin du webinaire. Est-ce que je réponds? Il y a une question que j'ai notée. On va peut-être répondre à la question avant de présenter les prochains webinaires pas moi, je pense que certains d'entre nous vont faire. Alors, il y avait une question dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est Charlotte S. qui demande si est-ce que l'on implique gouvernance et décideurs dans les ateliers de co-conception. Alors ça va dépendre vraiment de l'approche que vous voulez avoir. Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on implique les personnes qui font partie de la gouvernance et des groupes de décision dans les ateliers dans lesquels ils sont pertinents. Par exemple, si vous avez votre DRH qui est dans votre comité de direction, la personne peut potentiellement participer à un atelier qui serait centré sur les documents et les outils pour les ressources humaines, puisqu'il y a quand même une vision qui est intéressante. C'est une personne qui va contribuer sur l'intranet, qui peut dire ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. Donc, apporter aussi une certaine réflexion en plus de juste des besoins de vos collaborateurs. De la même façon, intégrer quelqu'un de la DIRCOM pendant les ateliers de co-conception, si on étudie des choses comme les actualités, les événements, ça peut être très pertinent aussi, puisque ça va apporter une autre vision que les collaborateurs qui vont juste dire ce qu'ils veulent. Il y a aussi une vision de, OK, mais comment on crée ces informations? Est-ce que les collaborateurs font remonter aussi des informations de leur côté? On peut avoir une discussion sur la façon dont ça peut se passer et du coup aller un peu plus loin. Donc parfois, ça peut être très pertinent de faire venir ce type de personnes dans les ateliers de co-conception. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de freiner les utilisateurs dans leurs propositions. Donc, ce qu'on fait aussi souvent en général,
quand on fait une phase de cadrage, c'est qu'après les ateliers utilisateurs, on va faire une partie arbitrage avec réellement la direction, les personnes qui décident, la gouvernance, pour arbitrer sur les propositions qui ont été faites. Dire, bon, est-ce que c'est des choses qu'on veut mettre en place de l'entreprise ? Il y a une fonctionnalité de, je ne sais pas, forum qui a été proposée par les collaborateurs pour poser des questions, etc. Est-ce que c'est quelque chose que l'entreprise veut mettre en place ? Et ça, c'est plus décidé ensuite dans la phase d'arbitrage pour vraiment prendre les décisions. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Et Charlotte, tu peux présenter du coup les webinaires en attendant. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets du web, donc voici nos prochains webinaires jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous en avons un qui a lieu à la fin du mois, le 24 octobre, et qui porte sur la manière de maintenir vos positions SEO lors de la refonte de votre site web. Donc, dans ce webinaire, Naïma et Mathilde vous donneront des bonnes pratiques et des conseils pour éviter les erreurs courantes et conserver vos performances SEO. Nous en avons un autre le 14 novembre sur le moteur de recherche interne. Donc, dans ce webinaire, Maurice et Nicolas présenteront la solution Algolia et vous montreront comment l'intégrer dans le CMS Drupal. Dans le webinaire du 28 novembre, Marine et David vous donneront toutes les clés pour réussir la rédaction de votre cahier des charges. Donc, les étapes, la méthodologie, les incontournables à intégrer, les aspects techniques à anticiper et les nouvelles priorités pour 2025. Donc, ça peut être l'IA, l'accessibilité, l'éco-conception, la cybersécurité et plein d'autres éléments. Et Leslie, je te laisse annoncer le tien en décembre. Oui, il y en a un qui n'est pas affiché sur le tableau parce qu'il n'y avait plus la place, mais auquel vous pouvez déjà vous inscrire. Il est en ligne normalement sur Webikeo. Le 12 décembre, j'animerai un webinaire avec Marie-Claire sur les schémas pluriannuels d'accessibilité numérique. Donc, comprendre qu'est-ce que c'est quoi les obligations légales concernant les schémas pluriannuels. Donc, si vous êtes concerné par l'obligation d'accessibilité numérique, vous êtes concerné par les schémas pluriannuels. Donc, comprendre ce que c'est quoi vos obligations, qu'est-ce qu'il y a dans ces schémas, qu'est-ce qu'ils comportent, qu'est-ce qu'on doit y mettre et comment les mettre en place dans votre organisation. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire à tous ces webinaires, sauf celui du 28 novembre qui n'est pas encore en ligne, mais qui sera très bientôt en ligne. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et n'hésitez pas à remplir notre enquête de satisfaction aussi à la fin, voilà. Voilà, du webinaire. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Merci Charlotte aussi. Hein. Et merci à vous et merci Leslie aussi. Merci la régie et la modération Emmanuel dans le chat. Oui. Et bonne journée à tous et à bientôt, on espère. Bonne journée.